Alors, on reprend cet après-midi avec une première table ronde, qui n'est pas ronde, mais qui est très rectiligne, avec plusieurs intervenants qui vont exposer leurs projets, les actions qu'ils ont mises en place de prévention ou de lutte contre l'illettrisme. Donc cette table ronde va être animée par Sandra dos Santos, qui travaille, qui est chargée de mission et chargée du centre ressources illettrisme dont on a parlé ce matin, qui est porté par le CARIFOREF de Normandie. Donc je la remercie de bien vouloir animer les deux tables rondes de l'après-midi. Donc cette première table ronde sur l'illettrisme et la suivante qui sera cette fois sur l'électronisme. Donc là, ça permettra d'aborder un peu plus les notions de difficulté à accéder aux outils numériques avec d'autres projets qui illustreront cette thématique. Je vous remercie de votre écoute. Il y aura aussi un temps de questions-réponses à la fin de toutes les interventions. Donc n'hésitez pas à nous faire signe, on vous passera le micro. Bon après-midi, à tout à l'heure. Merci à Adèle. Donc, bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas pu saluer dans la matinée ce midi. Je suis ravie, moi, d'animer cette table ronde. Alors, animer, ça va être un grand mot, vous allez voir. Moi, je vais surtout passer la parole à toute la lignée qui me suit. Je vais surtout avoir le rôle aussi d'être la maîtresse du temps. Voilà. Et pour démarrer, en fait, cette table ronde, donc, à côté de moi, Sylvie Béraud va vous présenter... quelque chose qui a déjà été évoqué ce matin rapidement par Claire Estraniana, c'était le facile à lire. Et donc, on démarre par Sylvie parce qu'en plus, elle vient d'une région voisine, de la Bretagne. Donc, je propose de démarrer par la présentation de l'espace facile à lire. Donc, déjà, nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est que l'espace facile à lire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme le disait Sandra, donc je m'appelle Sylvie Béraud, je suis bibliothécaire à Bron, qui est un service de Dinan-Agglomération dans les Côtes-d'Armor, et nous sommes sur un territoire rural. Et donc, nous avons mis en place un espace facile à lire en 2018, suite à une formation qui avait été dispensée par Françoise Sarnowski, qui était liée au départ à l'accueil du handicap, des handicaps en bibliothèque. Et à cette occasion, elle nous avait présenté le facile à lire. Donc le facile à lire, on l'a déjà évoqué ce matin, sont au départ des espaces qui ont été créés dans les pays nordiques et au Canada et qui mettent en avant des livres qui sont pour des publics éloignés de la lecture, dans des espaces colorés, attractifs. Et suite à cette formation et à l'évocation du facile à lire, avec ma directrice et mon autre collègue, on a réinterrogé nos pratiques et la façon qu'on avait d'accueillir ces publics en difficulté. Et on a décidé de se lancer dans la mise en place de cet espace. Comme ça, c'est pas très pratique. Mais... Donc, est-ce que vous pouvez maintenant un peu décrire comment vous avez mis ça en place au sein de la médiathèque, quel type d'action aussi cela veut dire. Alors, j'ai lancé derrière moi, mais il va se dérouler le diaporama qui accompagne un peu tout ce que vous allez nous présenter après. Mais peut-être qu'on pourra s'arrêter à certains moments sur certaines photos, vous me direz. Mais un peu, voilà, aller vraiment plus dans le détail de ce qui s'est fait au sein de la médiathèque de Bron. D'accord. Donc en fait, le facile à lire, j'ai oublié de rappeler tout à l'heure que c'était vraiment destiné à des personnes qui se sont éloignées de la lecture et qui ont des difficultés de lecture ou des troubles momentanés, mais qui peuvent être aussi causés par la maladie, la fatigue. Et on a été vraiment accompagnés dans notre démarche par l'association Bibliopass, ainsi que par Livre et Lecture en Bretagne, qui nous a apporté un grand soutien dans la constitution du Fonds facile à lire. Et puis, nous avons vraiment eu des ressources qui ont été mises à notre disposition pour constituer le fonds, parce que ces livres doivent être de préférence présentés de face, dans un meuble que vous voyez derrière moi, qui a été conçu par une entreprise bronnaise, La Volumerie, vraiment en collaboration avec nous. Et ils ont vraiment été très, très à l'écoute de ce qu'on souhaitait pour ce meuble.
Et on a vraiment été extrêmement bien accompagnés. Et la médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine a aussi beaucoup travaillé sur ce projet et la constitution de ce fonds. On a aussi, de notre côté, puisé dans notre fonds propre de textes. On a vraiment pris les livres en se demandant pour chacun s'ils pouvaient avoir leur place dans ce fonds facile à lire. On a vraiment pensé à ce public pour lequel auquel on destinait ces livres. Et on s'est vraiment beaucoup interrogé. Et ce meuble a été construit et inauguré en fin 2018, quelques temps avant que le facile à lire ne soit repris au niveau national. Et donc, une fois ce fonds en place, on a aussi noué des partenariats pour vraiment le donner à voir au public. Donc, sachant que le facile à lire dépasse le cadre de l'illettrisme en tant que tel, puisqu'on travaille avec des EHPAD, avec des organismes de formation, et on est vraiment dirigé vers un public qui est éloigné de la lecture, mais à divers titres. Sur ces partenariats qui ont été noués, les actions qui ont été mises en place, avec donc quel type de partenaire vous êtes amené à travailler concrètement après, comment cela a pu se mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous illustrer ça aussi? Je pense aussi qu'il y a des photos qui montrent tout ce qui a pu avoir lieu et quel type d'ateliers. Je sais qu'il y a des ateliers aussi qui ont été mis en place, donc si vous pouvez et puis aller nous expliquer ça, et puis peut-être aussi après parler de la mise en place je crois que vous avez mis un prix en place aussi. Alors c'est pas nous. Mais... Non, voilà, il y a un prix facile à lire aussi, donc peut-être aussi revenir sur ces éléments-là. Tout à fait, merci. Oui, donc tout à fait, il y a un prix facile à lire c'était la 3e édition cette année, qui a lieu tous les 2 ans. Et donc toujours mis en place par Livre et Lecture en Bretagne. Donc la première édition était en 2017 et ce prix, petit à petit, prend de l'ampleur. En 2019, nous étions 37 bibliothèques à participer et cette année, il y en a 52. Donc ce prix a la vertu de présenter 8 titres qui sont sur des supports variés, parce que le facile à lire, c'est le fond et la forme, c'est-à-dire que les titres doivent être faciles d'accès, avec de préférence des textes au présent, une mise en page aérée, quelque chose de vraiment facile au niveau visuel. Et aussi au niveau de la présentation, parce que ça peut aussi bien être des livres pour enfants, des livres avec photos, des bandes dessinées. Les supports sont vraiment très variés, des romans, des histoires courtes, des livres d'art. Et donc ces 8 titres sont assez représentatifs de la diversité du facile à lire. Donc les partenaires... les stagiaires du CLPS, par exemple, ou les résidents de l'EHPAD avec lesquels on a travaillé, lisent les livres, mais la particularité, c'est que ce n'est pas comme un prix littéraire classique. Les personnes ne sont pas obligées de lire tous les livres. Si un seul leur plaît, et ils en ont eu un seul, ils peuvent voter pour ce titre, et à l'issue de leur lecture, ils votent pour leur livre préféré, et il y a le prix qui est remis au niveau Bretagne aux gagnants de ce prix. Et dans le même temps, il y a aussi un prix qui est décerné aux bibliothèques qui ont mis en œuvre des actions en direction du facile à lire. Donc on a eu la chance d'être encouragés en 2019 par ce prix, et on l'a reçu pour le prix des bibliothèques de moins de 3000 habitants. Maintenant, c'est pour 8000 habitants, c'est un petit peu plus. Les jauges ont été un petit peu revues. Et voilà, donc en fait, au niveau de notre territoire, nous avons assez peu de partenaires sur place, mais on a travaillé notamment avec les 2 EHPAD de Bron, ainsi qu'avec un centre de formation à Tadin. Et nous avons vraiment présenté tous ces titres aux stagiaires et aux résidents au fil de plusieurs séances, avec des lectures à voix haute, des animations autour de ces titres, et en essayant vraiment d'ouvrir et de donner envie de lire et d'ouvrir la discussion et d'aller au-delà. On avait évoqué
lors de nos entretiens précédents, le côté vraiment humain de ces échanges. C'est vraiment ce qui est au cœur de notre choix vers le facile à lire. Et on est très attentive aux relations qu'on peut avoir avec les personnes face auxquelles on se retrouve. Et il y a vraiment un échange bilatéral et souvent beaucoup d'émotions et de beaux moments dans ces échanges. Merci pour nous avoir relayé toute l'expérience au sein de votre médiathèque. Je pense tout a été... on peut peut-être aller revenir sur les photos, puis comme ça vous allez peut-être pouvoir un peu nous redire et repréciser tout ce qui est sur ce diaporama. Donc là, sur le premier visuel, donc c'est le meuble facile à lire qu'on évoquait tout à l'heure, et donc qui a été conçu, ça aussi c'était important, avec des matériaux de récupération. Et donc il est à l'entrée de la médiathèque pour qu'il soit en évidence lorsque les personnes entrent. Et donc comme on le voit sur la photo, tous les livres sont présentés de face, tout genre mélangé. Il n'y a absolument pas de hiérarchie entre les romans, les beaux livres. Et nous avons aussi une partie qui est modulable, on ne le voit pas forcément sur la photo, mais il y a une partie qui peut être enlevée et emportée lors de nos animations, donc pour que les livres voyagent et aillent vers leur public. Donc oui, cette photo est un petit peu sombre, mais donc là on avait fait une présentation lors de la mise en place du fonds, donc d'une partie de ce que nous avons. On a beaucoup d'exemplaires maintenant. Je crois qu'on doit être aux alentours de 200 volumes. Voilà. Donc là, c'était le lancement du facile à lire. Avec beaucoup les partenaires, les élus qui étaient présents. Donc c'était en octobre 2018. Alors là, c'est une signalétique inclusive qu'on a mis en place au mois de juillet. Donc ce sont des pictogrammes qui ont été créés par une graphiste morbihannaise pour Livre et Lecture en Bretagne. Et donc c'est une signalétique qui est modulable, là encore, donc on peut enlever les modules et les changer de place. Donc l'idée, c'était vraiment que la signalétique inclusive qui était destinée au départ à un public plutôt en situation de handicap mental soit vraiment facilite le déplacement dans la médiathèque pour tout le monde. Et donc c'est une signalétique qui a vraiment un intérêt très important. Alors ici, c'est en 2019, lors du précédent prix Facile à lire, et ce sont des résidents de l'EHPAD de Bron qui votent pour leur livre préféré à l'issue des séances. Alors on a eu la chance aussi, il y a 2 ans, toujours dans le cadre du prix Facile à lire, de recevoir 2 auteurs. Donc la personne qu'on voit sur l'écran est Evelyne Simard, qui avait été invitée pour un titre qui s'appelle L'Invitation, et qui est aux éditions Weyrich, une collection qui s'appelle La Traversée. Donc c'est une édition belge, et cette collection est vraiment extrêmement importante, puisque c'est une des rares collections à être vraiment conçue pour les personnes en situation d'éloignement de la lecture. Et les auteurs travaillent, c'est vraiment dans leur charte, en collaboration avec un comité de personnes qui ont été en situation d'illettrisme. Et donc, ils les font retravailler leur texte pour qu'ils soient parfaitement compréhensibles. Et je vais vous lire la petite phrase qu'ils mettent en exergue de leur collection, qui donne une idée très juste de leur travail. La Traversée est une collection de romans pour adultes, pour tous les adultes. Des romans courts, rédigés dans une écriture fluide et belle. Des histoires d'amour, de rencontres, de peur, de crimes, de guerre. Des mots forts, des mots vrais, des mots de tous les jours. Des moments d'émotion. Des phrases simples, mais pas de simples phrases.
et page après page, de la confiance, de la sécurité, de la curiosité et du plaisir, le plaisir de lire. Et donc cette collection est une collection qui est vraiment intéressante vraiment à plusieurs égards. Donc tout le texte est écrit en français simple, avec peu de termes qui soient incompréhensibles, avec une police de caractère aérée. Et c'est vraiment une collection extrêmement adaptée qui a été créée en 2012 et qui est vraiment une ressource très très riche. Là, c'est encore en 2019, toujours pour le prix Facile à lire. Donc, ce sont des résidents de l'autre EHPAD qui étaient venus également voter pour leur chouchou. Alors, une nouvelle rencontre là avec un auteur qui est connu, Barbara Constantine, qui avait fait des portraits de résidents dans une maison de retraite qui s'appelait Petit portrait de très grandes personnes et qui était illustré par une graphiste. C'était des dessins très peps, très colorés. Et on avait animé la rencontre dans un magasin à Bron qui vend des vêtements vintage. Et voilà, le cadre était très chaleureux et c'était vraiment une rencontre extrêmement agréable. Donc là, c'est le prix donc, en 2019. Voilà. Donc là, c'est cette année avec des stagiaires du CLPS à Tadin dont je vous parlais tout à l'heure. Donc la particularité, c'est que les stagiaires sont là à divers titres. Ça peut être pour de la remise à niveau. Il y a également des personnes allophones. Voilà. Et quand nous, on intervient, les groupes qui sont là pour diverses raisons sont regroupés. Donc on a des personnes d'horizons et de niveaux très divers. Et la photo qu'on voit, c'était lors d'un atelier d'écriture et autour d'un titre qui avait été, enfin qui est toujours en lice d'ailleurs pour le prix, qui s'appelle Amoureux, donc qui présente des grandes planches un petit peu désuètes au niveau du style de dessin, qui sont extrêmement jolies. Et j'avais fait des copies et avec la formatrice, on avait demandé aux stagiaires de nous écrire ou de nous dire à voix haute un petit texte sur ce que leur inspirait cette image. Et ça a été un moment extrêmement touchant parce que tout le monde a vraiment pris ça très à cœur. Et ceux qui ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas l'écrire ont dit leur texte devant tout le monde. Et ça a été des moments d'une grande, beaucoup d'émotions et une grande richesse et des artistes qui se sont révélés à ce moment-là. Donc toujours les stagiaires du CLPS et toujours lors de ces séances. Une autre séance, là on était sur autre chose d'encore plus ludique, mais ça a aussi très bien fonctionné. Et ça a été évoqué un petit peu ce matin, c'est vrai que dans le cadre du Facile à lire, c'est important d'aller au-delà de l'acte de lire et d'écrire, et on essaie d'allier des moments aussi de bricolage. En l'occurrence, on avait fabriqué des marque-pages en forme de cœur, toujours avec le titre Amoureux, et ça a été aussi l'occasion d'échanges hors cadre qui ont été aussi très importants pour les stagiaires et pour nous. Donc là, c'est toujours dans le cadre du prix Facile à lire de cette année à l'EHPAD, et donc les lectures aux résidents avec La poule qui fit le tour du monde, dont le succès n'a pas démérité. Ça a été donc toujours même. Donc là, encore une illustration de petites actions qu'on fait en dehors. J'avais modestement amené mon accordéon parce que dans un titre qu'on présentait, il y avait des chansons et des morceaux qui étaient évoqués par l'auteur de son enfance. Et donc, c'était le moyen de faire un pont avec le livre, de leur jouer les morceaux qui étaient évoqués dans le livre, de les faire chanter et ensuite de lire. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense que du coup, on a vu plein de choses et plein de belles choses et comment le partenariat peut se mettre en place à travers la mise en place d'un espace facile à lire dans une médiathèque et après qui
rayonne sur tout le territoire. Et je pense que ça fera très bien le lien aussi avec la présentation suivante. Alors, je ne les vois pas, ils sont tout au bout de la table, mais ils m'entendent. Donc, je vais laisser la parole du coup à Mathilde Bénard et à Sébastien Lahonde, qui vont nous présenter, ça a aussi été évoqué ce matin rapidement, le projet Passerelle qui est mis en place en fait avec un autre type de public. Là, c'est le public de détenus. Alors, je commence et puis je te passe la parole après. Donc moi, je suis Mathilde Bénard, je suis chargée de mission lecture-justice à Normandie Livre et Lecture depuis 2018 et je suis en charge du développement des bibliothèques de détention et des actions livre et lecture pour les majeurs incarcérés et les services de la PJJ aussi également sur les territoires normands. Donc moi je me présente, Sébastien Lahonde, je suis l'enseignant de la maison d'arrêt de Coutances. Alors, je vais commencer juste pour avoir quelques éléments de contexte. En Normandie, il y a 10 établissements pénitentiaires. Il y en a 2 dans la Manche, la maison d'arrêt de Coutances où travaille Sébastien et la maison d'arrêt de Cherbourg. La particularité de la Manche, c'est que c'est 2 toutes petites maisons d'arrêt, vu qu'on est sur une capacité de 50 places environ par établissement, alors qu'on a des établissements qui peuvent aller jusqu'à 600 places. Donc voilà, ça montre la disparité de fonctionnement des établissements sur le territoire. Il y a 3500 personnes incarcérées en Normandie. Voilà, juste avant la pandémie, ça avait un petit peu baissé pendant la pandémie, mais là on est revenu sur des chiffres un peu plus hauts. Il y a 18 bibliothèques de détention, parce qu'il y a des établissements où il y a plusieurs quartiers, donc plusieurs bibliothèques de détention. Une bibliothèque de détention peut faire 16 mètres carrés, tout comme elle peut faire 100 mètres carrés. On est vraiment sur des disparités de fonctionnement et de territoire, des locaux très différents selon les établissements pénitentiaires. En 2018, quand j'ai pris mes fonctions, j'ai commencé par faire un état des lieux des bibliothèques de détention, surtout qu'on sortait de la fusion des régions et tous les établissements pénitentiaires de Haute-Normandie venaient d'intégrer la région Normandie, donc descendaient dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Donc on n'avait pas du tout de connaissance de ces nouveaux établissements qui arrivaient sur le territoire. Quand on a fait cet état des lieux, on s'est rendu compte qu'on était sur des chiffres, des constats de fréquentation des bibliothèques qui étaient en dessous de la moyenne nationale. Sandra, tu peux mettre la... On était à 22,5% alors qu'on était à plus de 30% sur les enquêtes nationales. Donc on s'est dit, bon, il y a un problème, il faut qu'on regarde comment on peut améliorer le fonctionnement de ces bibliothèques de détention. On a essayé de lister l'ensemble des freins. Alors il y a des freins, c'est les locaux pas attractifs, c'est les collections pas attractives, c'est les conditions d'accès qui font que la bibliothèque est en même temps que le sport. Donc ça peut être difficile de faire un choix pour une personne détenue. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on passait à côté de toutes les personnes en détention qui étaient en difficulté de lecture. Difficulté de lecture, alors il y a plein de raisons. Effectivement, il y a l'illettrisme dont Sébastien va nous parler, il y a l'apprentissage de la langue, il y a les troubles psychologiques, il y a la prise de médicaments, il y a la fatigue, il y a le fait d'être plusieurs par cellule. Voilà, il y a plein de raisons qui font que les personnes ne fréquentaient pas la bibliothèque. Alors, on a trouvé des solutions locales à certains endroits, sur certains critères, mais on a décidé de développer un projet au niveau régional pour aller chercher toutes les personnes dites éloignées de la lecture, pour différentes raisons, sur le même fonctionnement que le facile à lire. On a juste élargi, nous, à la notion un peu du handicap, parce qu'on a quand même en détention aussi beaucoup de personnes qui arrivent en détention sans leurs lunettes, qui ont des problèmes de vue, qui rencontrent vraiment des difficultés, qui peuvent mettre plusieurs mois à récupérer leurs lunettes en détention. Je te passe la parole sur l'illettrisme. Alors tout d'abord, on va commencer par des chiffres au niveau national. Donc il y a à peu près 20,2% des gens qui sont considérés en difficulté de lecture. Il faut faire la différence avec celles qui sont vraiment dans le champ de l'illettrisme. C'est à peu près 13,4%. Alors les chiffres que je vous donne, ils viennent des enquêtes nationales de l'éducation nationale de 2018 et 2019. Parmi ces personnes-là, il y a environ 14% des gens qui ne parlent pas le français, donc qui sont de nationalité étrangère. Je vais maintenant présenter un petit peu l'éducation nationale au sein des prisons, en tout cas au sein de la maison d'arrêt de Coutances. Donc, comme l'a dit Mathilde tout à l'heure, c'est un petit établissement, 40 places théoriques, sachant que j'ai connu des effectifs à 90. Il faut imaginer un taux d'occupation de 100%, quelques années. Alors avec la crise sanitaire, ça a bien diminué, mais ça reste quand même très élevé. Il faut savoir que l'enseignement repose avant tout sur le volontariat.
hein. Personne n'est obligé de venir à l'école. Par contre, moi, je rencontre tous les arrivants. Donc, lors de cet entretien, en fait, ça me permet de faire déjà un repérage de l'illettrisme à travers un test. C'est le test LPP, Lecture et Population Pénale. C'est un test qui date un peu, puisqu'il date de 1995, qui a été élaboré par un linguiste, M. Bentolila. Et au-delà de ça, il y a un deuxième test qui est en train de se mettre en place, mais je reviendrai tout à l'heure pour le présenter davantage. Lors de l'entretien arrivant, en fait, je dois présenter un petit peu l'offre de formation, c'est-à-dire quels sont les cours auxquels les détenus peuvent s'inscrire. Ensuite, ça sera l'occasion d'établir un positionnement lorsqu'ils viendront en classe, un positionnement un petit peu plus précis. Et ça permet aussi d'élaborer leur projet de formation en vue, bien sûr, d'une réinsertion possible. Donc il y a possibilité quand même de passer des diplômes en détention, notamment le DELF, diplôme d'études de langue française, ou le CFG. C'est le premier diplôme qu'on peut passer d'un niveau 4e. Au-delà de ça, certains quand même ont déjà un petit bagage, peuvent avoir un bac ou d'autres diplômes comme des CAP, des BEP, et ils peuvent aussi suivre de l'enseignement à distance. En gros, l'offre de formation est dirigée vers les publics prioritaires, donc les personnes étrangères sans diplôme et les jeunes majeurs. Donc, à la maison d'arrêt de Coutances, j'ai calculé qu'il y avait environ 4,5% des entrants qui sont repérés en illettrisme grave. Illettrisme grave, en fait, c'est lecture de mots isolés. Il y a très peu d'analphabètes quand même. Mais la grosse difficulté, en fait, c'est lorsqu'il s'agit d'accéder au sens. Au niveau dès qu'on fait lire des textes un petit peu longs, on se rend compte qu'ils maîtrisent la technique de la lecture, mais par contre, ils ne comprennent pas forcément ce qu'ils peuvent lire. En ce qui concerne l'illettrisme, à Coutances, en tout cas, on a pu remarquer que c'était plutôt des personnes d'un certain âge. La moyenne d'âge à Coutances, c'est 37 ans, et les personnes qui sont illettrées, on a remarqué que c'était plutôt entre 35 et 75 ans. Vous allez voir ensuite la photo de ma salle de classe. Donc, en ce moment, il y a 43 personnes. Sur une année, il y a environ entre 60 et 100 personnes qui passent à l'école. Donc, on les considère comme scolarisés lorsqu'ils font plus de 20 heures de cours. Au niveau par semaine, au niveau hebdomadaire, pour les illettrés et français langue étrangère, c'est à peu près 6 heures de cours par semaine. Donc, vous voyez, ça fait pas beaucoup. Pour celles qui passent un CFG, c'est environ 5 heures. Donc, si on doit présenter les outils pour repérer l'illettrisme, donc comme je vous le disais, il y a le test de lecture LPP, c'est celui qu'on utilise le plus, et il y a un nouvel outil qui a été mis en place par l'administration pénitentiaire qui s'appelle le SELF, qui repose sur un pré-repérage de l'illettrisme effectué par une personne de l'administration pénitentiaire. Ça fonctionne plus ou moins bien. Après, il y a un deuxième positionnement qui est effectué en classe de toute façon, une fois que la personne volontaire a décidé de participer à l'école. Donc, malgré tout, comme le disait Mathilde, il y a de nombreux obstacles pour arriver à l'école et pour remédier à l'illettrisme. C'est qu'il y a un flux permanent d'entrants et de sortants. Il y a un turnover très important en maison d'arrêt. Il n'y a pas beaucoup de nombre d'heures d'enseignement. Les groupes de formation sont très hétérogènes, avec des niveaux très différents. Et bien sûr, lorsqu'on entre en détention, on n'est pas toujours prêt pour venir à l'école immédiatement. Donc, tout dépend de la disponibilité mentale des personnes. Un autre frein, c'est la durée d'incarcération. Moi, je travaille en maison d'arrêt. La durée moyenne, c'est 7 mois. C'est toujours trop long, vous allez me dire. Mais comparé au centre de détention, c'est très différent, parce qu'en centre de détention, on y est pour beaucoup d'années. Donc on a le temps de mettre en place un apprentissage durable. Malgré ces nombreuses difficultés, le milieu pénitentiaire constitue réellement un outil de remédiation, en tout cas un levier vers une réinsertion. Dans tous les cas, mon travail repose avant tout sur une collaboration étroite, notamment avec le GRETA, dans le cadre de la formation professionnelle et la possibilité de la certification CLEA dont on a parlé rapidement ce matin.
et aussi au travers la mise en place d'un projet sur les savoirs numériques essentiels, parce qu'il y a l'illettrisme, mais il y a aussi l'électronisme. Bien que ma salle de classe soit équipée d'ordinateurs, il n'y a pas Internet, puisque c'est interdit. Or, aujourd'hui, c'est un véritable frein vers la réinsertion. En plus de ces projets, bien sûr, essentiels, il y a un travail qui se fait en collaboration avec la coordinatrice culturelle et les services pénitentiaires au travers de nombreux concours d'écriture, des concerts, et à travers le projet Passerelle qui est plutôt à destination des personnes illettrées. Alors, peut-être que tu peux expliquer juste cette vignette-là. Oui. Alors, il s'agit de 2 images en fait du test LPP. Donc, lors de l'entretien arrivant, les personnes qui se déclarent sans diplôme sont soumises à ce test, si elles décident de le faire, bien sûr. Donc, il s'agit en premier lieu de lire simplement les lettres de l'alphabet, et ensuite des mots isolés, puis des phrases, et enfin un texte avec des questions de texte, des questions sur le texte, des questions de compréhension. Et c'est vraiment là qu'il y a beaucoup d'échecs, en fait. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui maîtrisent la technique de lecture, mais qui n'accèdent pas au sens. Merci Sébastien. Alors sur le projet Passerelle, on a monté un groupe de pilotage où on a regroupé des enseignants en milieu pénitentiaire, des bibliothécaires professionnels qui sont partenaires des établissements pour la gestion des bibliothèques. Toutes les bibliothèques de détention ont une bibliothèque publique partenaire pour proposer tendre vers la même qualité des bibliothèques qu'à l'extérieur. Ça, c'est très important pour nous. Des coordonnateurs des actions culturelles. Chaque établissement pénitentiaire dispose d'une personne qui pilote, programme des actions culturelles en détention et assure le suivi aussi de la bibliothèque. Et on a mis autour de la table le CARIFOREF, des directeurs d'établissement, des conseillers d'insertion et de probation. Et on a travaillé pendant 1 an quasiment, on s'est réunis plusieurs fois pour travailler ensemble sur monter ce projet régional, ce qu'on voulait faire, par quels moyens, avec quel budget, et qu'on aille tous dans le même sens en dépassant les disparités territoriales entre les petits établissements dont je vous parlais tout à l'heure et les grandes prisons. Ce n'est pas les mêmes moyens humains, ce n'est pas les mêmes moyens financiers. Là, ça permettait d'avoir un équilibre territorial sur le territoire normand. Donc la première partie du projet, c'est l'acquisition de documents. Donc, pour ce projet, on a été soutenu par le CNL et par la SOFIA, par l'administration pénitentiaire et par la région Normandie. On est sur un budget total de 48 000 € pour l'ensemble des actions. Donc les acquisitions, on va regrouper ce que nous a dit la collègue de Bretagne tout à l'heure. On est vraiment parti sur des livres faciles à lire. On a été labellisé pour pouvoir utiliser le logo du facile à lire. Des ouvrages pour les Français langues étrangères, beaucoup de livres audio, des collections comme Clé internationale où il y a le livre et il y a le CD audio avec. On est parti aussi sur des documentaires très illustrés, des livres à feuilleter, des ouvrages pratiques qui sont très demandés par les personnes détenues. On a étendu, comme je vous disais tout à l'heure, à la problématique des problèmes de vue, à des livres en grand caractère qui étaient inexistants en détention, il n'y en avait pas du tout. À des albums jeunesse. Alors des albums jeunesse, on a pris vraiment l'axe livre-objet. On est allé choisir dans la sélection de l'opération Des livres à soi dont on parlait ce matin, où il y a des livres pop-up, des livres en découpe laser, vraiment des ouvrages dont l'objet en lui-même, du côté par sa technique, peut intéresser les personnes détenues. Et on a constitué aussi une malle de livres audio qui peut être empruntée par les différents établissements, les différents enseignants. Vu que c'est quelque chose qui est encore à la marge en détention, il faut savoir que dans les bibliothèques, on commence tout juste à avoir des CD et des DVD. On est vraiment en retard. Voilà. Alors, en deuxième partie, on a réfléchi, on s'est dit que si on amenait ces livres en détention, qu'il fallait créer un espace très identifié. Les bibliothèques de détention sont gérées par des détenus auxiliaires bibliothécaires. Ce ne sont pas des bibliothécaires professionnels qui tiennent les créneaux d'accueil du public, ce sont des détenus qui sont formés pour ça par les bibliothécaires partenaires ou par les coordonnateurs culturels. Et du coup, quand on avait la chance qu'une personne en situation d'illettrisme ou éloignée de la lecture ose passer la porte de la bibliothèque, la personne n'avait souvent pas la réponse adéquate
pour l'accueillir de la bonne façon, pour lui conseiller, l'orienter vers les documents qui pouvaient être accessibles pour la personne en difficulté de lecture. Souvent, elle était orientée vers le rayon jeunesse, avec des choses en détention qui n'étaient pas très, très attractives dans les fonds jeunesse à cette époque-là. Du coup, on a décidé de créer du partenariat avec l'éducation nationale, vu que l'éducation nationale voit tous les entrants, repère toutes les personnes en difficulté de lecture. On s'est dit que c'était le partenariat indispensable pour communiquer sur les projets, pour aller chercher les personnes cibles et pour que toutes ces collections qu'on allait amener trouvent leur public. Sinon, si les personnes n'allaient pas jusqu'à la bibliothèque, on passerait à côté du projet. Donc on a décidé de créer des espaces en bibliothèque. Alors on n'a pas pu avoir un mobilier spécifique en bibliothèque vu les contraintes de lieu. C'est trop exigu. On n'a pas le droit d'avoir de choses sur roulette, vu que ça peut faire chariot pour casser les portes. Enfin bon, bref, il y a des questions de sécurité qui font qu'on ne peut pas tout mettre en détention. Donc dans chaque bibliothèque de détention, c'est ce que vous voyez sur l'image là à droite, on a libéré un rayonnage pour les collections passerelles, donc des livres documentaires à feuilleter, des romans courts, des livres pour les fleux, des livres en grand caractère. En parallèle, on a développé avec les enseignants, dans chaque salle de classe, un petit kit au mur qui ne prend pas beaucoup de place. Et chaque enseignant a choisi ensuite les livres et les collections qu'il voulait dans sa salle de classe pour travailler avec ses élèves. Et à l'origine du projet, donc c'était juste avant la pandémie, en janvier, on devait créer des espaces identiques à ceux-là dans les salles d'attente des unités sanitaires. Alors, c'est les antennes du CHU, c'est là où il y a la salle d'attente pour tout ce qui est soins en détention. On s'est dit que c'était un lieu stratégique pour toucher aussi les personnes détenues qui ne venaient ni à l'école, du coup, ni à la bibliothèque, mais quasiment tout le monde passe à l'unité sanitaire. Du coup, on n'a pas pu le faire parce qu'il y avait interdiction de mettre des livres en accès libre pendant la crise sanitaire. On a juste réussi à installer un espace dans un SMPR à Rouen, qui est une unité de soins psychiatriques. Mais on n'abandonne pas l'idée. Je pense qu'on va continuer de déployer ces espaces dès qu'on pourra. Alors, je vais insister un peu sur les actions culturelles, parce que je pense que ce projet, il n'a du sens que s'il est accompagné par des médiations et que si on met en place les conditions de la rencontre, au-delà de la bibliothèque, de faire venir les personnes, c'est vraiment inciter, lever les barrières, lever les freins, rassurer les personnes, les revaloriser, leur redonner confiance. Et ça passe vraiment pour nous par les actions culturelles en détention. Toute la programmation culturelle vise ça, mais encore plus dans ce projet-là, ça nous semblait indispensable pour vraiment désacraliser, on en parlait ce matin, l'objet livre, faire que ces collections, elles vivent et soient utilisées et qu'elles ne restent pas dans un coin de la bibliothèque ou de la salle de classe. Créer les conditions de la participation active aussi des personnes au choix des documents. Les personnes détenues, on est quand même sur une population essentiellement masculine. On n'est pas tout à fait sur la même offre que dans des espaces faciles à lire à l'extérieur. Donc on a essayé au maximum de les associer au choix des documents, au moins des collections, ou qu'ils nous parlent de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils aimeraient avoir, de créer vraiment du participatif de ce côté-là. Et l'objectif, c'était aussi, quand on est sur les personnes en situation d'illettrisme, elles sont souvent très isolées en détention. En détention, pour faire quelque chose, il faut écrire. Il faut écrire un mot, il faut écrire pour sortir de la cellule, il faut écrire pour s'inscrire à une activité, il faut écrire pour aller à l'école, en dehors si on a loupé l'étape d'inscription à l'arrivée. Il faut écrire pour demander au chef de détention quelque chose, il faut écrire pour cantiner, pour acheter ses denrées, ses produits d'hygiène. Voilà. Donc la personne qui ne sait pas écrire, elle peut très vite se retrouver en très grande difficulté à devoir demander des services à ses codétenus contre on ne sait pas quoi. Voilà. Donc l'objectif des activités culturelles, c'est aussi d'aller chercher ces personnes-là, de rompre l'isolement, de les remettre dans du lien social, de les réintégrer aussi dans une forme de société, de s'écouter les uns les autres. On est aussi sur ces apprentissages-là pour certaines personnes, de s'exprimer et de partager. Voilà. On est quand même dans un lieu contraint où la liberté d'expression, d'exprimer ce qu'on ressent, est très limitée.
Alors, on a commencé le choix des actions culturelles, on a volontairement fait des choix très différents. La première médiation qu'on a proposée, c'était une lecture musicale, où les personnes étaient plutôt en situation d'écoute, voilà, plutôt en situation passive. Les livres étaient présentés. C'était une sélection la sélection de 8 livres faciles à lire du prix de la bibliothèque de Caen. Donc tous les livres avaient été achetés pour chaque établissement. Les enseignants avaient pu travailler sur les livres en amont de la lecture musicale ou après pour certains. Et là, on a vraiment eu des retours des personnes sur... je ne pensais pas que j'aimerais qu'on me lise une histoire. On est sur des adultes. J'ai découvert des livres. C'est la première fois que je découvre une œuvre littéraire. Parce que des fois, dans l'apprentissage, on passe à côté de la beauté de la création littéraire. Donc là, il y avait dans les sélections des choses particulièrement bien écrites. Avec vraiment des retours, des échanges après les lectures, la présentation d'autres documents en pop-up, de la manipulation. L'objectif, c'était vraiment là qu'en repartant, les personnes détenues aient pris plaisir à écouter des histoires. Certains ont dit « Oh, c'est la première fois que je lis un livre ». Bah oui, des fois, écouter une histoire, c'est comme si on lisait un livre aussi. Et commence à manipuler les livres, qu'on casse un petit peu le fait que les livres, ça ne soit pas pour qu'on se l'interdise, qu'on se mette de côté par rapport à la lecture. La deuxième médiation, c'est un atelier photo-écriture. Donc là, les photos que vous voyez, en fait, qui vont venir là, c'est une sélection de cet atelier photo-écriture. Donc là, on a vraiment mis les personnes en situation de manipulation, on en parlait tout à l'heure, de faire. On est arrivé avec une partie de la sélection qu'on a mis sur une table. Sébastien, tu pourras témoigner tout à l'heure de l'expérience. On a invité les personnes scolarisées à venir à cet atelier. Donc ce n'était pas sur inscription, c'est l'enseignant qui est venu avec sa classe d'élèves pour ces médiations. Et on est parti vraiment sur de l'atelier d'écriture en s'adaptant au niveau des personnes. Des fois, c'était juste du découpage de lettres, du découpage de typos. Est-ce qu'on peut faire un dessin, de la lecture d'extraits de texte. Et Marie-Céline Nevou, une photographe, a pris les personnes 2 par 2, leur a appris les bases de la photographie. Et l'objectif, c'était qu'ils s'approprient un livre, qu'ils expliquent pourquoi ils avaient été attirés par ce livre-là. Donc, des fois, c'était la couverture, des fois, c'était l'histoire, des fois, c'était le sujet. C'était le titre, des choses très, très différentes. Et ils devaient se mettre en situation. Et la deuxième personne détenue devait prendre les photos. Donc là, il y avait vraiment aussi accepter le regard de l'autre, parler de son rapport à la lecture, parler de son histoire personnelle. Des fois, certains prenaient un livre qui parlait de musique en disant moi quand j'étais jeune je faisais du violon. Voilà, c'était une libération de la parole sur son vécu, sur son rapport à la lecture et à l'écriture. Voilà, là on était vraiment sur et des moments de détente, de partage, de manipulation des livres. Souvent la personne, alors on leur disait ces livres-là vont être en salle de classe, mais vous aurez les mêmes en bibliothèque. N'hésitez pas à aller fréquenter la bibliothèque, ils seront là-bas. Et c'était un moyen pour eux de commencer à se projeter pour passer la porte de la bibliothèque. En se disant quand je vais arriver à la bibliothèque, je sais qu'ils ont, les livres, ça sera les mêmes qu'en salle de classe, d'autres titres, mais avec le même repère, le logo facile à lire et l'auxiliaire bibliothécaire pourra aussi facilement m'orienter parce que les bibliothécaires auxiliaires ont été formés aussi à mettre en valeur ces collections et à conseiller les personnes quand elles arrivaient dans la bibliothèque. Alors la dernière médiation, on a proposé normalement, Barbara Constantine, on en a parlé tout à l'heure, était la marraine de notre projet, donc elle aurait dû venir faire une tournée de rencontres, de 10 rencontres d'auteurs dans les établissements de Normandie. Ça ne s'est pas fait, mais à notre grand regret, on a recalé 3 fois les dates. Et, 10 rencontres, c'est 1 semaine d'intervention, c'est un peu compliqué à organiser. Donc, au bout de la 3e fois, suite aux confinements successifs, on a abandonné l'idée et on a proposé un concours d'écriture via une gazette régionale qui a été développée par les coordonnateurs culturels pendant la pandémie pour proposer des activités en cellule, parce qu'il n'y avait plus du tout d'activité culturelle en détention. Donc on a proposé à Barbara de nous proposer un petit thème. Là, ce que je trouve intéressant, c'est, je vous ai mis, alors je vais essayer de
le remettre sur mon téléphone pour vous lire un extrait. C'est un détenu de Coutances. Peut-être que tu peux en parler, l'extrait du texte, Sébastien, pendant que je... En effet, il s'agit d'un détenu que j'ai eu comme élève pendant 3 ans, qui au début n'écrivait pas du tout. C'est quelqu'un qui avait un diplôme, qui n'était pas dans le champ de l'illettrisme, mais en tout cas qui refusait de se confronter à l'écrit. Et au fur et à mesure, grâce justement à ces médiations culturelles et à ces différents concours, s'est mis à écrire. Et je pense qu'il continue, et j'espère qu'il continue à le faire encore aujourd'hui. Donc il a participé à des concours de poésie, à des concours d'écriture de nouvelles. En tout cas, c'est vrai que le frein qui l'empêchait d'écrire a été levé, en partie grâce aux activités culturelles, et j'espère aussi grâce à l'école. Je vous lis juste un petit extrait du texte parce que je le trouve très beau. Donc le concours de Barbara, c'est à partir d'une phrase d'Anne Frank. Si je ne pense pas à toute la misère, je pense, je n'arrive pas à lire d'ici, mais je pense à la beauté qui reste encore, c'est ça. Donc on a proposé aux personnes détenues d'écrire sur la forme « je ne pense pas à », je pense, voilà, quelque chose de plus positif. Je ne pense pas au mauvais jour, je pense à demain qui sera meilleur. Je ne pense pas à la tristesse, je pense au sourire qui apporte la joie. Je ne pense pas au mal que tu as fait, je pense à l'homme bien qui est devant moi. Je ne pense pas à la solitude qui a été mienne, je pense à l'ami de demain. Je ne pense pas au prisonnier que je suis, je pense à l'homme libre lorsque je serai dehors. Je ne pense pas à broyer du noir, je pense au petit bonheur de chaque jour. Je ne pense pas au mal que j'ai fait, je pense au bien que je ferai demain. Je ne pense pas aux murs sales de la prison, je pense au jardin. Alors là, ébloui de toutes couleurs. Je ne pense pas à mon confort, je pense aux indigents qui n'ont rien. Voilà, je trouve ça très beau. Pour finir, on a travaillé, on a accordé une grande importance au projet, aux outils de communication. Donc en fait, on a formé l'ensemble des coordonnateurs culturels des prisons, nous aussi, on en a profité, au facile à lire et à comprendre, à la méthode de communication, comment adapter ces supports de communication pour qu'ils soient le plus compréhensibles possible par les personnes en difficulté de lecture. Donc on a suivi cette formation, je pense que quelqu'un en parle après, je ne vais pas trop détailler, et on a créé les supports de communication du projet pendant cette formation de manière collective. Donc on a créé une affiche, on a créé des marque-pages qui sont à disposition là-bas sur la petite table, et on a surtout créé une signalétique commune pour les salles de classe, pour la bibliothèque, pour toutes les prisons. C'est exactement la même chose partout. Et chaque document est identifié par une petite pastille de couleur qu'on peut voir là sur les photos, avec le nom passerelle, plus le logo facile à lire. Comme ça, quand la personne arrive en bibliothèque, même si elle ne sait pas, voilà, c'est la première fois qu'elle arrive, elle peut très facilement retrouver ces documents, être orientée par la personne détenue auxiliaire bibliothécaire et trouver une offre de lecture lui correspondant. C'est un peu une porte d'entrée dans la bibliothèque avant d'être suffisamment à l'aise pour aller explorer l'ensemble des autres rayonnages. Il y a une petite vidéo pour finir. Alors c'est une petite vidéo qui a été... Dans les établissements pénitentiaires, il y a des établissements qui ont des canaux vidéo internes, c'est-à-dire une chaîne de télé interne. Ces chaînes de télé internes, les supports vidéo, soit c'est des choses dont on récupère les droits à l'extérieur, des films, tout ça, donc on peut diffuser, mais il y a aussi des ateliers de production vidéo. Donc un détenu qui est rémunéré, comme les détenus bibliothécaires, qui font de la création vidéo, qui présentent le menu, les rendez-vous du jour, les activités culturelles. Et là, donc on a un détenu du centre pénitentiaire de Caen qui a décidé de faire une petite vidéo promotionnelle des espaces passerelles. Je l'avais dit en préambule, j'ai pas le bon rôle. Il faut que je sois la maître du temps. Et on l'a beaucoup dépassé le temps. Alors je propose que la petite vidéo, elle est sur le diaporama et qui pourra être regardée partout. Je pense qu'elle sera accessible, on pourra la partager. Moi, je proposerais plutôt ça. J'ai le rôle difficile. Alors, on ne pourra pas partager la vidéo parce qu'on n'aura pas les droits pour la partager. Alors, ça veut dire qu'on va complètement déborder pour la deuxième table ronde, c'est ça le problème. Sinon, on la regarde à la fin. Mais on la regarde à la fin, sinon peut-être on va enchaîner, si vous voulez bien, du coup, faire du lien, comme le disait Mathilde, sur la méthode facile à lire et à comprendre. En fait. Donc, je vais laisser la parole à Pirine Courbaron qui va nous présenter en fait
un travail qui a été fait auprès des habitants pour justement utiliser cette méthode. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on fait vraiment du lien, c'est intéressant par rapport à ce que vous évoquiez en toute fin de votre présentation. Moi, je vais prendre le prisme uniquement d'un exemple et de ce qu'on a pu travailler au niveau du département de la Manche et de la direction de l'insertion et de l'emploi plus particulièrement. Je vais vous laisser Sandra passer sur l'autre slide. Très concrètement, on a essayé en fait de réfléchir à l'accessibilité de tous nos documents que nous pouvons écrire au niveau du département de la Manche, et plus particulièrement pour les bénéficiaires du RSA au titre de l'insertion, parce que ça nous semblait important de rendre compréhensibles les différents documents qu'on mettait à disposition de nos publics. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'écriture administrative, si on peut le dire comme ça, n'est pas toujours très compréhensive. C'est compliqué, puisqu'on a souvent appris à utiliser énormément de mots dans une même phrase, voilà, pour que celle-ci soit la plus jolie possible. Sauf qu'être la plus jolie possible, ça ne permet pas toujours d'être la plus facile à comprendre. Donc il y a à peu près 3 ans maintenant, on a essayé de réfléchir à comment on pouvait justement imaginer une autre écriture pour l'ensemble de nos documents de communication. On a donc Madame Prado, qui est notre directrice générale adjointe cohésion sociale des territoires, donc, qui était l'ancienne présidente de l'INAPI, qui avait forcément donc, connu cette démarche, qui nous a fait apprendre et comprendre donc, le facile à lire et à comprendre, qui en fait sont des règles, donc, qui sont devenues des règles européennes pour faciliter l'information et la communication donc, à l'ensemble des personnes, et notamment des personnes en situation de handicap intellectuel, puisque de prime abord, cette facilité de lecture et d'écriture a été faite pour ces personnes. Mais néanmoins, nous, ça nous semblait intéressant de pouvoir justement la transposer pour l'ensemble des publics. Et je parle bien vraiment, en tout cas, c'était notre démarche de l'ensemble des publics. Que l'on soit une personne accompagnée, mais aussi qu'on soit un professionnel, que l'on soit un élu, que l'on soit un habitant lambda. L'idée, c'était que chacun puisse disposer d'une même information au regard du document et de la même compréhension de ce document. Donc, comme je viens de le dire, donc sur le facile à lire et à comprendre, bien entendu, dans un premier temps, on est sur les personnes en situation de handicap intellectuel. On a également, donc, dans les publics que nous accompagnons, comme l'évoquait tout à l'heure, donc, les personnes sur le fait qu'on a des personnes qui ne parlent pas le français ou parlent peu le français, et des personnes qui ont aussi des difficultés à lire. Donc on a vraiment eu le souhait de pouvoir élargir l'ensemble de la compréhension de nos documents. Je ne suis pas une experte du facile à lire et à comprendre, puisque effectivement on n'a pas été forcément complètement formé, on s'est appuyé sur des experts du facile à lire et à comprendre pour réaliser nos documents, mais en tout cas on a essayé avec mes collaborateurs d'essayer de se mettre justement dans cette facilité à écrire, c'est-à-dire en utilisant des mots simples. On essaye de s'en donner une règle, utiliser des mots simples, de faire des phrases courtes, un sujet, un verbe, un complément, d'essayer justement d'illustrer tout ce que l'on pouvait écrire, d'utiliser donc des écritures simples. Et quand on veut être labellisé, donc avec le logo que vous voyez ici, labellisé facile à lire et à comprendre, il faut que les documents que nous écrivons ou que nous faisons retranscrire soient validés par des personnes en situation de handicap intellectuel, notamment en faisant appel à des établissements donc, spécialisés, des ESAT. Ça, c'est vraiment pour être labellisé facile à lire et à comprendre, et je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure sur d'autres documents que nous avons pu réaliser. Je vais être relativement rapide, parce que moi aussi j'ai envie de voir la vidéo qu'on nous a présentée tout à l'heure, donc je vais être rapide sur quelques slides. Sur les mots à utiliser, bien entendu, des mots simples, c'était évoqué tout à l'heure de la première présentation. L'utilisation de mots complexes va forcément complexifier la compréhension donc, de la lecture. L'utilisation d'exemples, voilà, toujours essayer d'expliquer ce que l'on souhaite dire. Essayez toujours d'utiliser le même mot. La langue française, elle est assez riche, mais elle est aussi assez complexe. Donc d'utiliser le même mot lorsqu'on veut dire exactement la même chose. Ne pas user de métaphores, ne pas d'utiliser d'initiales. C'est des règles que l'on pourrait se dire assez simples, mais j'ai un de mes collaborateurs dans la salle qui a constaté qu'écrire en facile à lire à comprendre, c'est difficile, puisqu'on a perdu parfois l'habitude dans voilà, les différentes expériences professionnelles et scolaires que l'on a pu avoir. Donc voilà, c'est vraiment une démarche que l'on doit se réapproprier, mais c'est vraiment
très important de démarrer en fait son écriture en se posant ces questions-là dès le démarrage. Ensuite, sur les phrases, je passe très vite, mais on est toujours sur des phrases positives. Voilà, on évite les phrases négatives, on évite des tournures de phrases complexes et on utilise des phrases actives. Donc avec quelques exemples que j'ai pu vous donner sur ce diaporama. Mais c'est vrai que la question de la tournure de phrases, elle est importante pour faciliter la compréhension des documents. Et puis l'utilisation des images. Plus on va illustrer les documents qu'on écrit, et là j'évoque bien des documents administratifs. Je ne suis pas on n'est pas dans la lecture classique, en tout cas littéraire d'un document, on est dans un document administratif, souvent sur la démonstration de souhaits politiques. Donc c'est forcément des documents qui sont plutôt avec des utilisations plutôt très administratives, très normées, voilà, prototypées, avec une charte graphique obligatoire. Voilà, c'est aussi des choses que l'on doit prendre en compte. Et l'utilisation de photographies, de dessins, de symboles. On a travaillé sur un peu une classothèque de différents symboles qu'on essaye de réutiliser à chaque fois dans les mêmes documents. Et c'est vrai que c'est important d'avoir toujours les mêmes symboles parce que souvent on a envie de faire joli, donc effectivement on va mettre des différentes images. Après là l'objectif c'est pas de faire joli, c'est de rendre compréhensible notre document, donc d'utiliser des symboles en tout cas pour lequel l'image rend compréhensive ce que l'on veut dire. Et sur l'écriture, alors là, c'est une vraie question, sur la question de l'écriture. Je crois que au niveau de la première intervention, c'était évoqué, mais d'avoir une police claire, alors souvent c'est Arial ou Tahoma qui doit être utilisé. Effectivement, ce n'est pas l'écriture la plus sexy quand on veut faire un document sympa. Et ça peut vite être compliqué quand on essaye de travailler sur des logos, quand on essaye de travailler sur des choses qui vont un peu taper à l'œil, justement, pour donner envie. Sauf que dans le facile à lire et à comprendre, il y a aussi un certain nombre de règles. Et après, il faut savoir où on se met le curseur de l'objectif qu'on s'est donné. Est-ce que l'on veut que notre document il soit joli ou est-ce qu'on veut que notre document il soit compréhensif ? Voilà. Après, ça, c'est des choix qui sont portés. Au niveau de l'insertion, pour nous, clairement, l'objectif, il était défini, il était facile. C'était effectivement la compréhension des documents que l'on pouvait écrire et donner. Donc, on est vraiment sur de la police claire, des mots entiers en majuscules. Donc, ça, c'est à éviter. Et puis, une police qui est assez importante, qui est 14 dans les différents documents. Je ne rentre pas plus dans le détail, je le disais tout à l'heure, je ne suis pas une experte de cette écriture, puisqu'on s'est appuyé sur différentes méthodes pour pouvoir mettre en place justement des documents compréhensibles. Notamment, on a écrit donc, le pacte territorial, dont la terminologie est définie par des textes, donc ça s'appelle le pacte territorial pour l'insertion. Dans la Manche, on a rajouté l'emploi, l'entrepreneuriat pour des choix émis par nos élus, bien entendu. On a essayé de se dire, ce document, c'est un document qui programme en fait l'ensemble des ambitions de différents partenaires pour faciliter les parcours d'insertion des publics en difficulté. Et donc, on a souhaité le rendre accessible à tous pour faciliter justement la compréhension de nos ambitions. Là, ce document-là, on l'a écrit avec nos propres mots, nos propres tournures de phrases, notre façon de faire habituelle, puisque c'était le tout premier document. Et on a travaillé avec l'ESAT La Roseraie, donc, dans le département, donc, dans la région parisienne, qui nous a soutenus dans cette démarche, et ils ont retranscrit l'ensemble de notre document en facile à lire et à comprendre. Et ils ont en fait un atelier avec des employés, donc des travailleurs en situation de handicap intellectuel, et on a fait des allers-retours très nombreux, puisque en fait, ce qu'on écrivait et ce qu'eux nous retranscrivaient, il y avait une différence, tout simplement parce que en fait, ce qu'ils comprenaient de ce qu'on avait écrit était peu compréhensible. Et donc voilà, on a essayé de se comprendre sur ce qu'on souhaitait évoquer, et il y a eu vraiment un gros travail qui a été mené, et c'est vrai que l'ESAT, qui n'avait pas l'habitude de travailler de cette manière-là, nous a exprimé une difficulté en disant, mais en fait, ce que vous voulez dire, à un moment donné, la cible que vous voulez atteindre, elle est extrêmement difficile. Donc on a mis un peu plus de 8 à 9 mois pour finaliser l'écriture de ce document, avec le logo facile à lire et à comprendre, puisqu'il a été validé par l'ensemble donc, des travailleurs en situation de handicap. On va passer sur l'autre slide, Sandra, merci. Sur ce document, voilà, on a un certain nombre de choses qui ont été faites, des pictogrammes qui ont été choisis par les AT, que nous avions retenus.
Et puis, on a eu aussi des demandes de la part soit d'élus, soit de directeurs généraux d'organismes avec lesquels on travaille, d'avoir c'était le premier document, je le rappelle, que nous faisions, pour lequel l'écriture en facile à lire à comprendre surprenait nos dirigeants, élus ou des directeurs généraux, en se disant, mais en fait, moi, je n'ai pas voulu dire ça quand je vous ai écrit mon texte. Sauf qu'on leur expliquait que, ok, vous n'avez pas voulu dire ça, mais néanmoins, c'est ce que les personnes qui ont retranscrit votre texte ont compris. Et donc, on a dû s'adapter un petit peu, et dans ce premier document, on a à la fois ce que le dirigeant ou l'élu a souhaité dire et ce qui a été retranscrit, ce qui ne se fait pas normalement lorsqu'on écrit un document facile à lire et à comprendre. Je le dis puisque c'est assez surprenant en fait quand on ouvre ce document, et ce qui n'a pas été fait sur les documents que je vais vous présenter juste après. Ensuite, on a écrit un autre document, et là, on a travaillé de manière différente. Deuxième outil qu'on a développé, qui est le programme départemental, qui est un document qui retrace en fait les ambitions uniquement du département de la Manche. Et là, on a essayé justement de travailler avec un autre ESAT qui s'appelle les Papillons Blancs à Lille, pour lequel, même principe, on a un atelier avec des personnes en situation de handicap intellectuel, pour lequel ils nous ont totalement écrit voilà, le document. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas retranscrit, on a travaillé avec eux, à côté d'eux, pour qu'ils puissent nous écrire le document. Et là, ça a été beaucoup plus simple, puisque quand on exprime verbalement ce que l'on souhaite, on utilise forcément des mots plus faciles. On est parfois plus clair dans nos expressions. Et donc, on a facilement travaillé ce document avec eux, ils l'ont illustré. On a une charte graphique à respecter, bien entendu, comme tout à chacun dans nos différents emplois, mais on a réussi à l'adapter pour qu'il soit plus simple de lecture et qu'il puisse être écrit totalement par les publics en situation de handicap. Notre cible, ce ne sont pas uniquement les publics en situation de handicap, mais néanmoins, pour avoir justement cette première démarche, cette labellisation facile à lire et à comprendre, c'est avec eux qu'on l'a travaillé. Ensuite, on s'est dit, notre cible, ce sont les bénéficiaires du RSA, pour les publics que nous accompagnons de la compétence du département. On s'est dit qu'à un moment donné, on devait aussi peut-être varier un petit peu notre démarche, et ça va être la slide suivante, varier un petit peu notre démarche en travaillant sur un autre outil qui en fait est un guide des actions, de l'ensemble des actions qui sont à disposition des bénéficiaires du RSA pendant leur parcours d'insertion. Et ce document qui a été travaillé par mon collaborateur Thibaut Perrotte, il y a eu tout un travail qui a été mené avec un groupe de représentants des personnes accompagnées pour lequel on a fait quasiment le même travail. Alors c'est Thibaut Perrotte qui a écrit le document, qui s'est attelé à écrire en facile à lire et à comprendre, avec des mots simples, avec des illustrations, avec des choses qui pouvaient marquer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si le besoin c'est se loger, on va l'écrire. On va écrire se loger et on va retrouver toutes les actions à l'intérieur. Et on a énormément d'exemples comme ça avec se déplacer, être en bonne santé. Donc on a travaillé sur ces thématiques-là. Et ensuite, ce document, il a été revisité avec les représentants des personnes accompagnées. Son nom a changé parce que guide des actions, ça ne voulait strictement rien dire pour eux. Et donc, ils ont souhaité inscrire le nom que vous voyez à l'écran, Manche Action Insertion. Pour eux, c'était plus parlant. Et donc, on a retravaillé cette démarche. Vous ne verrez pas le logo, facile à lire et à comprendre, tout simplement, puisqu'il n'a pas été validé par un atelier avec des personnes en situation de handicap. Mais on s'est attelé à travailler plus particulièrement avec les publics que nous accompagnons. Et donc, on a cette démarche-là maintenant, où on a créé un comité départemental des personnes accompagnées, qui sont majoritairement des bénéficiaires du RSA. Et toutes les actions que nous menons sur notre territoire pour les publics bénéficiaires du RSA, on essaye en tout cas de valider notre communication avec eux. On a développé des sites internet où on a des SMS, des mails qui arrivent très régulièrement sur leur portable ou leur boîte mail. Et toutes ces phrases, tout a été validé avec les publics, tout simplement parce que c'est à destination de ces personnes et que c'est important qu'elles puissent les comprendre. Donc on est vraiment dans cette démarche-là, à destination des publics. Alors, tous nos documents dans le département de la Manche ne sont pas faits comme ça, je le précise. C'est une démarche qui nécessite une formation pour laquelle il y a eu quelques approches que nous avons faites, mais en tout cas, on n'a pas de formation facile à lire et à comprendre. Et c'est pour ça qu'on a souhaité en fait adapter
une réflexion autour du facile à lire à comprendre qui nous semble extrêmement pertinente et de l'adapter avec les moyens que nous avions sur notre territoire et de constituer donc ce comité départemental des personnes accompagnées qui est maintenant la clé de validation de l'ensemble de nos documents que nous faisons à destination de ces publics. Voilà rapidement pour la présentation. Merci beaucoup, Perrine. On voit aussi comment c'est important de changer de posture aussi quand on est un professionnel pour s'adapter au public qu'on accompagne. Et merci pour le temps aussi qui va nous permettre, je pense, de regarder la vidéo après la dernière présentation, promis. Donc là, je vais passer la parole à... On a un duo de Sylvie qui sont là pour représenter aujourd'hui Pôle emploi. Pôle emploi qui est un acteur aussi, vous allez le voir, Sylvie l'a déjà évoqué ce matin, mais engagé dans la lutte contre l'illettrisme à plein niveau avec un partenariat sur les territoires. Donc Sylvie Leroux et Sylvie Deleuze vont prendre... D'abord, Sylvie, je pense, va prendre un temps pour parler du régional, et puis après, Sylvie Deleuze, on zoomera sur plus le local. Voilà. Donc, bonjour à tous. Je vais déjà me présenter. Donc, je suis Sylvie Leroux, je travaille à la direction régionale de Pôle emploi Normandie. Et voilà, j'ai la chance d'être chargée de mission, entre autres, sur la partie lutte contre l'illettrisme. Voilà, tous les témoignages, là, ça donne du lien. Hein, toutes ces méthodes-là, voilà, ça résonne parce que voilà, on a tous à cœur de lutter contre ce fléau. Pourquoi Pôle emploi se mobilise dans la lutte contre l'illettrisme ? Eh bien, il faut savoir, on l'a vu, hein, que pour les personnes en situation de risque d'illettrisme, eh bien, l'accès à la culture est compliqué. Hein, ça a été, on l'a vu depuis ce matin. Ça a aussi un impact sur l'accès aux droits, hein, de tous les droits, comme de tout citoyen. Ça a été vu et revu, cette difficulté. Et puis, c'est aussi un impact par rapport à une insertion durable. On voit bien que pour une personne en difficulté, hein, Aline nous l'a bien présenté ce matin, lire une consigne, voilà, tout ça font que les personnes, c'est plus compliqué de retrouver un emploi durable. Donc, Pôle emploi, notre objectif, évidemment, c'est d'en faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc, notre rôle, ça va être à la fois d'accompagner, de diagnostiquer, et puis... voilà, comment je voulais dire, personnaliser tous ces accompagnements pour aller vers un emploi le plus durable possible. Et donc voilà. Alors comment on se mobilise, nous, à Pôle emploi Normandie ? Alors, ça fait 5 ans qu'on se mobilise d'une façon assez intensive, en particulier lors de ces journées nationales de lutte contre l'illettrisme. Chaque agence en Normandie, chaque agence Pôle emploi organise un événement. On a 100% des agences voilà, en Normandie qui organisent un événement depuis 5 ans. Et on ne pourra pas tous vous les citer parce que c'est pareil, je vais me faire mal voir par Sandra, mais de magnifiques projets, mais c'est assez impressionnant. C'est une fierté de vous les présenter. Donc cette année, on a fait 73 actions qui ont été labellisées, hein, sur toutes les agences en Normandie. Et on a la chance en Normandie d'avoir 70 référents illettrisme. Donc dans toutes les agences, vous avez des référents illettrisme qui sont les ambassadeurs. Alors, il y a certaines personnes qui sont venues nous voir, on avait un stand. On a à la fois des psychologues qui interviennent, mais aussi des conseillers référents illettrisme et qui font un travail magnifique au quotidien. Il faut savoir que la façon dont on va travailler à Pôle emploi, on part toujours du principe, comme on l'a vu ce matin, 51% des publics en situation d'illettrisme sont en emploi. On l'a vu avec Aline, ce sont des personnes qui ont énormément de talent, de compétences, de savoir-faire, de stratégie, une intelligence différente de celle que l'on peut avoir à travers tous les diplômes. C'est une autre intelligence, mais une très belle intelligence. Et nous, notre rôle, on a des outils là qu'on avait présentés, c'est vraiment de valoriser ces compétences. Les personnes vont être peut-être plus ponctuelles, plus organisées. Les règles de sécurité vont être vraiment appliquées à la lettre. Et donc, nous, dans un premier temps, ça va être aussi ce rôle de valoriser ces personnes. Donc, voilà. Donc, avec ces 73 actions, on va embêter un petit peu nos agences. On leur demande des bilans. Et puis, en fin d'année, on récompense, tous les ans, on va récompenser les agences en fonction des actions qu'ils auront mis en place. On a mis un jury en place. On peut faire un petit clin d'œil aux collègues de Saint-Lô parce qu'ils ont eu un prix il y a 2 ou 3 ans. Ils avaient fait un très beau projet.
Donc voilà. Et cette année, la nouveauté, on a souhaité avoir une marraine pour partager tout ce travail. Et puis plus on en parle de la lutte contre l'illettrisme, et plus on a de chances que ça avance, petit pas par petit pas. Et donc Aline Leguluche, que vous avez entendu le magnifique témoignage ce matin, a accepté d'être notre marraine. Donc on est très fiers d'avoir Aline comme marraine. Ce qu'on voulait dire aussi, c'est que sans nos partenaires, Pôle emploi, on ne peut rien faire, on va être clair. Hein. On ne peut pas avancer dans la lutte contre l'illettrisme, de lutter contre ce fléau, on doit tous être ensemble. Alors je risque d'en oublier, mais on va travailler évidemment avec le Centre de ressources illettrisme, on travaille beaucoup avec eux, avec le CARIFOREF, la NLCI, le Conseil régional, les organismes de formation, les partenaires sociaux, les mairies, les médiathèques. On a travaillé aussi avec la Banque de France qui fait des très très beaux ateliers par rapport pour les personnes en difficulté avec les savoirs de base, le CIDFF, les conseils départementaux. Voilà, sur chaque territoire, il y a des actions qui se mettent en place. C'est chaque petit pas qui permet de faire avancer, et vraiment c'est l'affaire de tous. Notre difficulté, pour mettre carte sur table, parce que comme vous l'avez vu, on l'a bien vu dans tous les témoignages qu'on a pu avoir, c'est très compliqué de repérer les personnes en situation d'illettrisme. Il y a une honte, on se cache, même la famille n'est pas au courant. Alors le conseiller Pôle emploi, c'est compliqué de pouvoir repérer. Donc nous, face à ces stratégies de contournement, on parle de 4 étapes pour nous. On va essayer de repérer qu'il y a un risque d'illettrisme à travers pas mal de choses. J'ai oublié mes lunettes, le dossier n'est pas complété, pas d'envoi de CV. Voilà. Une fois qu'on aura repéré, on va essayer de diagnostiquer s'il y a réellement un problème d'illettrisme. Ensuite, on va essayer de faire adhérer à la personne, de lui dire, on a fait le constat ensemble, il serait intéressant que pour votre métier de jardinier, ça pourrait être intéressant parce que maintenant, il y a beaucoup de choses sur le numérique. Le numérique, ça marche bien, c'est un bon produit d'appel. Ça peut être important d'avoir du numérique, pouvoir écrire une commande. Donc voilà, on essaie toujours, parce que notre cœur de métier, c'est l'emploi, de faire adhérer la personne pour qu'elle puisse rentrer en formation. Ce matin, on a eu la présentation du conseil régional. On a la chance en Normandie d'avoir de très très beaux organismes de formation qui font un travail exceptionnel, que je salue vraiment vivement. Et on a ces organismes qui font un boulot extraordinaire. Et donc une fois qu'on a réussi à les convaincre et qu'ils ont frappé à la porte de nos partenaires, les organismes, on a plus de chances que les personnes, ils sont dans les mains des professionnels de la formation. Donc on a des belles synergies dans les agences, comme je vous disais, des conseillers, des psychologues, et on travaille beaucoup aussi avec les services civiques. On en discutait avec les personnes qui étaient là. C'est un travail énorme. On a des services civiques qui accompagnent les personnes, et dans beaucoup d'agences, on va les sensibiliser à la lutte contre l'illettrisme parce qu'ils vont être les premiers, les témoins. On va se dire, je ne sais pas faire ça, ce que vous pouvez faire. Et donc ils font un travail remarquable dans nos agences. Donc on voulait le saluer. Comme vous le savez tous, sortir de l'illettrisme, c'est long, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est un parcours il faut prendre le temps. Quand vous passez la certification CLEA, c'est 5 ans. Donc on voit bien qu'il faut du temps, il y a les apprentissages, il faut reconsolider des choses qui ont été un petit peu en souffrance. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et on voit bien qu'au niveau des entreprises avec qui on travaille beaucoup, ils ont aussi la même difficulté. Quand vous avez, pour les N+1, les managers de proximité, on voit bien, il y a des études qui ont été faites. C'est un coût important pour l'entreprise, l'illettrisme. C'est un coût, il y a des études qui ont été faites. La façon dont on va plus solliciter le N+1, ne pas comprendre les consignes, avec l'impact que ça peut avoir sur les clients. Donc on travaille beaucoup aussi avec les entreprises pour essayer de les sensibiliser, mais ils le savent déjà, mais comment on peut travailler ensemble, parce que c'est la même problématique de repérage. Nous, on va essayer de travailler, depuis cette année, on a 3 outils qu'on a travaillé, qu'on a déployés avec, entre autres, le Centre de ressources illettrisme et puis l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, des outils qui s'appellent EVA, EVACOB et EVAGIL, qui sont des outils qui sont très bien faits pour tester les publics, et qui sont assez valorisants et très intéressants. Et parce que chaque territoire est différent, on l'a bien vu, avec des causes différentes, chaque agence va construire son propre plan d'action sur son territoire en fonction des besoins, en fonction du partenariat qui est mis en place. Alors là, je vais laisser la parole à Sylvie, qui va vous présenter les magnifiques actions qui ont été mises en place dans la Manche.
Bonjour, donc Sylvie Deleuze, chargée de mission sur l'illettrisme et la formation pour le Calvados et la Manche. Oui, donc je vais essayer de vous présenter l'ensemble des actions qui ont lieu sur la Manche. Une certaine diversité, vous verrez, donc, et une diversité et différents niveaux en fonction de chaque agence, puisque c'est bien là la consigne, c'est en fonction des territoires adaptés, en fonction des partenaires et puis des besoins locaux, de choisir et de développer des actions qui correspondent aux besoins. Donc un premier niveau d'information, donc sensibiliser les personnes parce qu'effectivement le repérage est important et il est important d'associer nos services civiques lors du premier accueil, mais également les conseillers. Donc c'est le choix cette année qu'ont fait les agences de Cherbourg et de Granville, donc de faire un travail auprès des services civiques et des conseillers, notamment avec nos outils, des applis, par exemple les bons clics, déterminer ça, et aussi développer le questionnement pour les conseillers. Et là, c'est plutôt des outils, en mobilisant des outils et l'appui des psychologues du travail, puisque Sylvie l'a dit, on a les référents dans chaque agence, mais également des psychologues du travail qui nous aident beaucoup sur cette partie de repérage et qui sont assez créatifs. Si vous avez été sur le stand, par exemple l'Escape Game a été créé par le psychologue du travail de l'agence d'Hérouville, par exemple. Donc Cherbourg et Granville ont pris cette option-là, mais il y a eu d'autres options prises par Avranches et Saint-Lô, qui étaient là plutôt d'associer les partenaires. Alors peut-être que vous avez été associés. Sur Avranches, c'était plutôt associer les partenaires, donc CAF, CPAM, les agences d'intérim, insertion, et également les organismes de formation pour pouvoir proposer aussi et partager l'ensemble des services que l'on peut proposer. Et ça fait du lien avec ce qui a été présenté ce matin sur les savoirs essentiels et la certification CLEA. Donc là, plutôt en présentiel à Avranches. Saint-Lô, qui est dans la salle, a pris une option dématérialisée, donc avec ses partenaires, donc préfecture, la CAF. Là, en associant et en partageant les outils de premier niveau pour les personnes donc, qui font l'accueil de premier niveau, présenter notre offre de service et pouvoir partager aussi avec les partenaires l'accès aussi dans d'autres structures. Parce que l'intérêt, c'est aussi de ne pas travailler seul dans son coin et de pouvoir mutualiser ou développer ou aller prendre des idées pour avancer sur le sujet, bien sûr. Autre type d'action, et là c'est Coutances qui est également en présence, donc il y a les GNAI qui sont effectivement un levier pour nous, et alors ça s'appelle un challenge, donc là on challenge les équipes qui sont assez créatives et c'est un plaisir, mais n'empêche qu'il faut aussi s'inscrire dans la durée. L'action de Coutances cette année, elle s'appelait « Sur le chemin de l'emploi, l'ordinateur n'est plus un obstacle ». Et l'intérêt de cette action, elle est en 3 temps. Un premier temps sur la sensibilisation, le repérage auprès des conseillers, et en mobilisant un outil aujourd'hui qui est le Pix Emploi. Quand quelqu'un s'inscrit à Pôle emploi, lors de son inscription, dans le cadre de l'inclusion numérique, on a mis en place un questionnaire qui évolue en fonction du niveau, des réponses et qui évalue l'autonomie numérique. Et en fonction du résultat, on va proposer certains services. Et pour nous, c'est un outil par rapport à l'électronisme qui est important. Donc c'est important que l'ensemble des collègues soient au clair sur ce sujet-là. Donc Coutances a fait ce choix de sensibiliser au repérage les collègues. Et après, semaine d'après, un groupe pour parler des outils disponibles, présenter l'offre de service, et ensuite, dans un deuxième temps, un moment convivial pour pouvoir partager et échanger et libérer la parole s'il y a besoin et les difficultés ou pas sur ces outils. Et en troisième temps, plutôt un volet entreprise, voilà les offres, comment j'accède aux offres, et la préparation à l'entretien, comment je me prépare,
et même format, présentation et moment de convivialité pour pouvoir échanger. C'est plus, comment dire, la convivialité permet aussi de libérer la parole et peut-être aussi d'avancer et de pouvoir dire des choses qui ne seraient pas dites dans un autre cadre quand on reçoit les personnes en agence. Un quatrième thème également, tu l'as dit et ça a été dit ce matin, beaucoup de personnes en situation d'illettrisme travaillent. Il y a aussi un volet qu'on essaie de travailler avec les entreprises. Et cette année, Cherbourg a travaillé en collaboration avec le responsable de la conciergerie solidaire, Lavoto et Coresa, pour pouvoir identifier des profils et proposer l'outil EVA pour évaluer les salariés des structures d'insertion sur le bassin. Donc ça, c'est une action qui est proposée aux salariés de l'insertion. Granville a fait ce choix-là aussi avec les structures d'insertion de Granville. L'année dernière, Avranches avait également travaillé sur ce sujet-là, mais avec les agences d'intérim. Et de mémoire, nous avions aussi Mondeville, sur Caen, qui avait travaillé avec PSA sur le sujet. Donc voilà, pour vous dire en fait qu'on a une diversité d'actions, qu'on va bien du repérage, le diagnostic, comment j'emmène le demandeur d'emploi, comment je peux le capter, et puis également, sans oublier l'entreprise, qui est aussi un acteur, et les problèmes d'illettrisme en entreprise peuvent être un frein en entreprise et pour la personne, et pour l'insertion durable. Pour faire du lien, il y avait un projet avec la maison de quartier Flora Tristan à Cherbourg, maison de quartier et la bibliothèque. Bon, ça n'a pas abouti, mais bon, c'est que partie remise, j'espère, oui, à cause de la crise. Peut-être d'autres actions qui peuvent vous parler sur Lisieux. Alors là, on est hors territoire, hein, mais ils ont fait des kiosques où était présent un écrivain public, un orthophoniste, voilà. Donc là, on était dans une route partenariale, mais là, pour vous dire aussi qu'on est ouvert et que la passerelle avec les bibliothèques et les médiathèques, elle est tout à fait possible et à créer, on pense, de notre point de vue. Voilà. Et pour les SEMAGE, oui, parce qu'on a parlé des GNAI, c'est bien donné à voir à ce moment-là, mais on s'inscrit dans la durée et on essaie d'essaimer les bonnes pratiques. Donc, quelques bonnes pratiques qu'on a partagées là sur le stand. Donc, Coutances a été primé d'ailleurs pour ce travail-là. On a mis en place un atelier alors ça s'appelle l'actualisation, c'est facile, pour rendre l'actualisation facile pour les personnes en situation d'illettrisme. Donc l'atelier, alors bon, la collègue en parlerait mieux, donc il y a vision de vidéos, et puis des échanges, et puis des mises en situation, et un partage d'un outil pour rendre l'actualisation facile. Donc peut-être voir avec la collègue. Petit clin d'œil aussi. Vas-y. L'équipe de Caen. Alors, pareil, sur Caen, c'est un travail en poule, puisque dans chaque agence, vous avez un binôme psychologue du travail et référent, qui est en expertise. Ils ont créé un marque-page où on retrouve des éléments sur la détection des signes, les astuces et les solutions possibles sur le territoire. Donc ça, c'est un outil à destination des conseillers, qui a été publicité, et donc tous les conseillers, donc ça représente plus de 2000 marque-pages, va être distribué aux collègues pour pouvoir mieux détecter les situations d'illettrisme en agence. Parce que ce que disait Aïcha ce matin, c'est ce qu'on souhaite faire à l'avenir, c'est vraiment essaimer les bonnes pratiques, ce que vous disiez ce matin. Et on avait aussi l'Escape Game, alors il y en a une quinzaine de personnes qui ont pu y participer. Donc c'est une façon de sensibiliser. Je crois que tous les gens qui sont sortis, ils avaient le sourire. Et voilà. Et là, Samuel, notre collègue psychologue à Hérouville qui l'a mis en place, ça marche super bien, quoi. Il a déjà plusieurs commandes pour le faire ailleurs. C'est une autre façon de sensibiliser, de communiquer. Et on le fait particulièrement avec les services civiques. Et ça passe bien parce que c'est une autre façon d'appréhender, de sensibiliser.
Donc voilà, notre objectif, c'est d'essaimer. Et puis pour conclure, merci beaucoup de nous avoir invités. Et moi, je voudrais faire un petit clin d'œil, parce que j'ai adoré le slogan de cette année de la NLCI, apprendre, c'est réapprendre à rêver. Je crois que, voilà, Aline nous l'a bien démontré, on est tous là parce qu'on est sensibilisés par ça, et notre rôle, c'est vraiment d'amener les gens voilà, pour qu'ils aient un maximum de rêves. Merci Sylvie et Sylvie pour cette présentation des actions de Pôle emploi. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on va diffuser quand même la petite vidéo où vous paraissez sur cette frustration, Mathilde. Et puis après, on prendra quelques questions rapidement, et puis, parce qu'il y a la deuxième table ronde qui nous attend aussi avec des interventions sur l'électronisme. Donc j'essaye de lancer la vidéo. J'ai bien dit j'essaye. Vous avez des difficultés à lire? Vous n'êtes que rarement, voire jamais allé à la bibliothèque? Un espace vous est réservé dans celle-ci et devrait vous intéresser. Celui des livres passerelles. Lire vous fatigue. Vous ne savez pas quoi lire? Lire vous semble difficile, vous apprenez le français, et même vous aimez lire, lisez un livre passerelle. Venez découvrir les livres passerelles. Voilà la petite vidéo, c'était bien de la voir quand même, je trouve. Alors, je suis sûre que ça va susciter plein de réactions, d'interrogations, peut-être de réactions. Voilà, n'hésitez pas. Tout a été très clair, vous n'avez aucune question, c'est ça? Ça veut dire que vous avez été parfait. On reste à disposition. On reste à disposition. Oui, voilà, il faut échanger. On vous remercie. Merci à tous de nous avoir présenté ces différents projets. On peut les applaudir, peut-être, oui.